toutes et bonjour à tous. Bienvenue sur cette interlude culturelle numéro 2. Voilà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau sommaire. Alors on est que 3 mais on sera 5. Hein. Ouais, évidemment, parce que ça a l'air de bouger beaucoup. Ça sur fluctue, c'est pas grave. Voilà, c'est ça. C'est une interlude, il y en a qui vont manger et tout. Voilà. C'est pas ce qui se passe exactement. Donc voilà, donc regardez le sommaire juste par là. On va commencer directement tout de suite. Voilà, donc avec pour des films, pour des séries, pour des trucs, etc. Exactement. À tout de suite. I don't want your suffering. I don't want your future. Please. We need you to hope again. Donc, X-Men Days of the Future Past. Un grand film qui était attendu parce que faut dire que le premier X-Men, les origines, le commencement. X-Men, le commencement. Moi je l'avais trouvé formidablement bien, j'avais beaucoup aimé. Moi j'avais trouvé ça sympa, je trouvais qu'il avait quand même quelques défauts, quelques lourdeurs. Moi pas spécialement, pour moi c'est mon X-Men vraiment préféré parce que je trouvais qu'il était puissant dans la narration et il y avait une composition musicale qui était vraiment super, vraiment géniale. C'est une préquelle, c'est ça? C'est une préquelle, donc c'était avec et là c'est la suite de la préquelle. Et là c'était une préquelle reboot. Ouais, c'était une sorte de préquel reboot, mais quelque part quelque part ça se rejoint si tu veux avec le reste de. En gros, ça comptait vraiment l'origine le commencement de la rivalité et de l'amitié aussi de Magneto et de Xavier, qui était incarné par James McAvoy et Michael Fassbender. Donc voilà, donc vraiment deux acteurs qui sont super, vraiment, c'est vraiment des bons acteurs. Je suis vraiment super bien. Donc là, très rapidement pour resituer l'histoire, cette fois-ci, on est après Là, on est dans le futur en fait. On est après les 3 premiers épisodes X-Men. Exact. Après de la série 3e épisode qui était excellent. Oui. Moi j'ai bien aimé, mais c'est même au-delà de ça, c'est même après les X-Men, les Wolverine. Voilà, Wolverine qui se passe au Japon. C'était de la merde. Ouais, mais bon, il est quand même vraiment intégré dans l'histoire. Enfin, ça se passe après. Donc, c'est après tous ces épisodes-là, on est dans un futur assez lointain. Et en gros, les mutants sont traqués. Les mutants sont traqués. Et tous ceux qui ont des pouvoirs sont traqués et sont tués. Et sont tués par les Sentinelles. Voilà, c'est des espèces de gros robots. Des espèces de gros robots complètement autonomes et assez ultimes qui possèdent tous les pouvoirs de tous les mutants. Voilà, en fait, qui s'adaptent à chaque pouvoir. Voilà, c'est des trucs vraiment ultimes. Et en gros, l'univers est très très sombre. Les humains sont dominés complètement. Genre, ils sont dans des cages, les mutants aussi. Et donc, pour éviter ça, en fait, on envoie Wolverine dans le passé. C'est ça. Pour qu'il empêche le créateur de mettre en marche son plan avec les Sentinelles. C'est exactement. Enfin, c'est pas tout à fait ça. En fait, on le voit pas dans le passé. C'est Ellen Page qui a un pouvoir et en gros. Il y a Ellen Page. Oui, il y a Ellen Page. Et en gros, c'est un peu à la Ascension, on modifie on modifie le passé et ça remodifie le présent. Voilà. C'est pas la peine d'entrer plus dans les détails. Non, voilà. En gros, on envoie Wolverine, qui est donc incarné par Hugh Jackman, à l'époque de la création justement du plan des Sentinelles. En fait, les Sentinelles les X-Men n'étaient pas encore regroupés cette fois-ci dans l'école de Charles Xavier. Mais Charles était même en période de dépression et il essaye justement de recréer un petit peu la caste des X-Men pour empêcher. Ce qui est très bien, c'est qu'on retrouve cette fois-ci tout le casting le casting complet, c'est-à-dire le casting des X-Men modernes, donc avec Hugh Jackman, Holberry, etc. Et en même temps celui des origines avec Michael Fassbender. Et puis du coup on a les deux Magneto, donc le vieux et le jeune. La présence d'Omar Sy à l'écran pour 2 minutes. C'est ça, mais il est quand même présent. Donc on a un super casting quand même globalement, même s'il y a des acteurs, des gros stars, genre Holberry qui apparaît quasiment pas au final. En fait, elle a été coupée au montage parce qu'elle était enceinte. Ah bon? Ouais. D'accord. Elle a été énormément coupée au montage, elle avait plus de scènes. Mais bon, pour revenir un petit peu sur l'histoire, etc., j'ai trouvé vraiment l'histoire très bonne. Toi, tu trouves qu'il y a c'est un peu tangible quand même? Il y avait quelques trucs qui étaient pas expliqués. Un truc qui arrive dans X-Men 3. Qui arrive dans X-Men 3. Et en gros, il y a un personnage qui disparaît dans X-Men 3, qui décède, je dirais pas lequel pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et genre, dans X-Men Days of the Future Past,
il est là. Et genre, c'est totalement normal. C'est comme MGS, quoi. non, mais genre, c'est totalement normal. Genre, il y a aucune question de poser. Et du coup, j'étais là et je me disais, mais bon, ça va être expliqué pendant le film. Non. C'est que c'est un peu un reboot alors. Voilà, moi, comme j'étais sur la pseudo-idée de reboot, etc., je me suis dit que ça passait. C'est expliqué en fait. C'est genre une scène. À la fin de X-Men 3. À la fin, après les génériques de fin de X-Men 3, qui soi-disant explique pourquoi ce personnage est là. Et genre, j'étais là, mais pendant tout le film, je comprenais pas. Je me dis, mais c'est pas grave, mais c'est incohérent. Du coup, en fait, j'ai regardé sur internet et tout, et du coup, ça m'a un peu gâché l'expérience. Enfin, bref, pour revenir au film en lui-même, je trouve que c'est un blockbuster qui est très intelligent, qui dans sa narration est vraiment très bonne. Le film, il dure 2h15, c'est ça. J'ai pas vu le temps passer. Ouais, moi aussi. C'est très rapide. Les scènes d'action sont vraiment superbes. Il y en a pas beaucoup, mais elles sont très bien distillées, très bien tournées. Ouais, ça c'est clair. Et l'histoire, vraiment, quand elle avance, etc., on se prend vraiment au jeu dans les moments calmes. Je l'ai quand même trouvé en deçà de l'épisode d'avant. Moi, je l'ai trouvé bien au-dessus. Ah non, je suis vraiment pas d'accord. Celui d'avant était plus puissant, plus fort sentimentalement aussi. Disons que tu découvres pas les personnages là, tu vois, tu découvres pas leurs origines, tu sais qui ça reste quand même franchement pour un film Marvel. Parce que faut dire que maintenant Marvel, voilà, les Avengers et tout, c'est quand même de l'ultra commercial de ouf, même si c'est très efficace. Là, X-Men est quand même plus intelligent que. Moi, ce qui m'énerve un petit peu, ce qui m'énerve un petit peu dans les Avengers, tout ça, c'est que t'as l'impression de lire un chapitre d'un livre entier et que le bouquin est refermé à la fin. Autant là, X-Men Days of the Future Past, j'ai vu un film complet. De A à Z, je me dis, il y a peut-être un avant, mais il n'a pas forcément besoin d'un avant, il y a peut-être un après, mais il n'y a pas forcément besoin d'un après. Donc le film se suffit à lui-même et je trouve que c'est un très bon film. Il y aura malgré tout quand même un troisième chapitre qui s'appelle X-Men Apocalypse et apparemment qui fera dans la destruction ultra massive et tout genre. Avec les chevaliers d'Apocalypse dans X-Men, c'est. Donc à voir avec encore tous les acteurs. Voilà, mais en tout cas on l'attend parce que Days of the Future Past était vraiment sympa. C'était vraiment sympa, voilà, exactement. Lucy, donc réalisé par Luc Besson, un film que moi j'attendais pas du tout et que ma copine m'a forcé à aller voir, mais moi j'attendais pas mal parce que le concept est intéressant, je trouve. C'est basé ça se base sur une théorie scientifique qui a été démentie maintes fois depuis, donc on sait que c'est une fausse théorie scientifique, mais la théorie scientifique est quand même intéressante. C'est toujours un bon point de départ aussi. En gros, quelle est cette théorie? C'est on n'utiliserait qu'un pourcentage minime de notre capacité cérébrale. On utiliserait 10% de notre capacité du coup, cérébrale. C'est du gros fake. Oui, non, ça a été. Je change de cours d'europsy, puis j'ai un ami qui a demandé, et le mec a fait non, c'est n'importe quoi. Non, mais ça a clairement été démenti. Oui, parce que ça a été démenti parce que c'est des portions, c'est 10% d'une portion, mais tout est utilisé au final. C'est juste à certains. J'ai pas lu la théorie. En gros, certains moments. Enfin bref, on va pas se lancer dans les explications scientifiques. D'ailleurs, Luc Besson ne le fait pas non plus durant le film. Surtout avec en héroïne, Scarlett Johansson. Quand même énormément mise en avant. C'est tant mieux parce qu'elle est quand même vraiment très jolie. Elle est vraiment très jolie. Le seul problème dans le film, c'est qu'elle a aucune émotion. En fait, plus elle avance, si tu veux, on va expliquer un peu l'histoire. Du coup, ça se base simplement sur. Donc, tu as dit Scarlett. En gros, elle se fait avoir par un gang de mafieux. On lui fout un paquet de drogue bien vénère dans le bide. C'est une drogue que fermentent les femmes quand elles sont enceintes. Tu sais, le lait. Ouais, des estrogènes, comme ça, un truc de meuf. Et un paquet de tampax. Et en fait, le sac se perce. Peu importe comment, mais le sac se perce. Et la drogue se répand dans son sang. Et du coup, elle se met à faire des trucs chelous dans le ciel, à voler et tout. Enfin bref, elle est complètement sous acide. Et elle a plus d'émotion avec ça et elle devient. Donc en fait, en gros, ça raconte cette histoire-là. Et moi, de base, je trouvais que le postulat était plutôt intéressant. On aurait pu faire un bon film avec. Le seul problème, c'est que ça se foire complètement parce que c'est un film qui est vraiment ultra prétentieux. Disons que déjà, il pompe des trucs un peu partout à droite à gauche, donc je suis pas le meilleur pour. Non, mais ça pourquoi pas, à la limite. Il y en a d'autres qui l'ont fait avant et ça a donné quelques bons trucs. Ouais, mais le cinquième élément. Vraiment, toutes les idées un peu. Le cinquième élément, c'est pompé aussi à droite à gauche, mais ça reste super. C'est tellement dommage parce que Luc Besson, autant avant, c'était un réalisateur, mais mythique. Enfin, il a fait des trucs. Nikita, le Grand Bleu, le cinquième élément. C'est des œuvres, c'est des œuvres géniales, tu vois, au début, dans les années, à 80, années 90, il a quand même fait des trucs vraiment cultes. En tout cas, vraiment apprécié par beaucoup de personnes. Ah, mais moi, je sais que le cinquième élément, c'est un de mes films préférés, par exemple. C'est vraiment des œuvres cultes. Le vrai problème, c'est que là, il touche à un problème qui est scientifique, entre guillemets, tu vois. Donc moi, je m'attendais à ce qu'il apporte un peu un point de vue, tu vois, genre. Pas du tout. Et finalement, déjà, il apporte absolument aucun point de vue scientifique, tu vois, il est seulement dans il part dans le, en vrille totalement, il y a rien de, il touche à un truc scientifique sans apporter
apporter aucun point scientifique. C'est que ça part en vrille alors que tout est pris au premier degré, quoi. C'est ça. Moi, je trouve que c'est le principal problème. C'est clair, tout est au premier degré et aussi parce que il se mouille jamais, tu vois. Genre par exemple, le truc c'est qu'est-ce qui se passerait, genre au début du film, une question qui est posée, qu'est-ce qui se passerait quand on atteint 100%. Il répond même pas à la question. Il ébauche même pas un début de théorie, un truc et tout. Tu vois. Voilà. C'est dommage. En fait, en gros, il récite un peu ses cours d'histoire, de machin. Ou alors il y a aussi un petit peu de Nicolas Hulot parce que genre il commence la vie nous a été donnée il y a 1 million d'années. C'est plutôt Terrence Malick a priori. Moi j'ai pas vu Terrence Malick. La vie nous a été donnée il y a 1 million d'années. Qu'est-ce qu'on en a fait? Et là tu vois la ville et tout, genre déjà dès le début c'est super moral. C'est juste que le Tree of Life il commence par la création de l'univers, tout. Non mais c'est juste pour ça qu'il y a une comparaison. Non mais en fait genre pendant la première demi-heure du film t'as des images de trucs animaliers. Non mais c'est genre une métaphore, mais c'est la métaphore, tu l'as compris au bout de 30 secondes, mais ils te la mettent tout le temps. Tu veux dire genre le truc pessimiste du style l'homme a bâti des villes, oh mon dieu c'est horrible. C'est super moralisateur. Non mais en fait le problème c'est que fondamentalement tu vois moi je suis d'accord avec cette idée là, tu vois genre que c'est vrai qu'on est en train de pourrir la planète et tout, je suis entièrement d'accord avec ça, mais c'est juste que c'est le premier truc du film et c'est non, même la dernière ces gros sabots il arrive et tout, voilà. Et c'est pas non c'est le personnage il y a aucune subtilité, il y a aucune finesse dans l'écriture, il y a aucune finesse non plus. Le personnage de Morgan Freeman il est comment? Il est presque pas là. Non mais c'est le meilleur personnage, mais il fait ce qu'il peut avec le rôle qu'on lui donne, quoi. Morgan Freeman fait du Morgan Freeman en fait. C'est ce qu'on attend de lui. Oui voilà. Non il est bon mais il est pas non plus bon. Il fait ce qu'il peut avec le rôle qu'il a, quoi. Voilà, c'est ça. L'écriture est vraiment pas top. Les musiques, si il y a une musique, il y a la musique Inquisitio qui est la première musique du Requiem de Mozart qui passe à un moment, donc moi j'ai rajouté presque un point au film pour ça avec Scarlett Johansson en soutif à un moment. Merci Mozart. Non mais Scarlett Johansson en soutif à un moment, donc voilà le. Surtout il tu vas mettre Under the Skin. Oh putain. Surtout il enchaîne les. Pas de notes sur Sens Critique. Oui, sur Sens Critique. Surtout il enchaîne les trucs totalement incohérents, genre vraiment ça se passe en France, genre t'as l'impression que les policiers c'était des policiers de série B français, puis genre ça se passe dans une fac, t'as d'un coup ils se battent dans une fac, t'as un bazooka qui drop au milieu de la fac, enfin ouais voilà, et puis même les scènes d'action ça part vraiment en vrille, alors qu'il aurait fallu justement un personnage qui aide à partir en vrille, genre dans le 5e élément t'as le méchant qui est là, je suis très désappointé, le méchant qui est complètement pété, tu vois. Les personnages sont énormes dans ce film. Voilà. On n'est pas là pour parler. Non mais t'as des personnages qui quelque part ont quelque chose, un plomb qui a pété à un moment, et là dans Lucie non, aucun, ils sont tous super premier degré avec l'explication. Tout ça a aucun sens, que genre Scarlett Johansson elle laisse vivant tous les méchants dans la deuxième partie du film, elle tue plein d'innocents, genre en mode juste pour faire des scènes d'action et tout, enfin ça. De toute façon de manière générale le film il a pas de sens. En fait, dans tout ce qui est film normal, tu vois, classique et tout, il est complètement incohérent, pas de sens, c'est pas super intéressant. Il est pas long, tu vois, genre 1h30, mais fallait vraiment pas qu'il soit plus long, quoi. Je les ai pas vus passer les 1h30. Moi, fallait vraiment pas qu'il soit plus long. Par contre, je me suis bien marré durant le film, mais ça n'a pas vocation à faire marrer, c'est le problème. Je pense que c'est. C'est un bon film de divertissement, mais c'est juste que ça manque de fond. Moi, je m'attendais justement au moins à un bon divertissement, tu vois, parce que moi, je me suis dit, ça va pas être un film extraordinaire, mais ça peut être au moins un film sympa. Et franchement, non. Mais en film, juste pour l'imagerie, je trouve que l'imagerie est vraiment sympa. Par contre, en trip visuel, j'ai trouvé vraiment que le film était cool. Je crois pas rater sur tous les aspects, et pourtant je suis pas très exigeant, tu vois. Donc c'est à peu près du niveau de Looper, c'est dire. Voilà. Looper, donc j'étais à 5 cinématographique. On ne vous recommande pas lui. True Detective, c'est une série qui a fait vraiment le buzz en ce début d'année 2014, qui vraiment avec beaucoup de critiques élogieuses, etc. Moi, je suis mis à la regarder seulement quand c'était terminé, parce que voilà, je voulais voir tous les épisodes à la suite. Donc il n'y a que 8 épisodes, c'est 8 épisodes d'une heure, et ça raconte une histoire policière. Voilà, un début, une fin. C'est une histoire policière qui raconte simplement, en fait, il y a un tueur qui tue des femmes, je crois, en plus. Je sais pas s'il tue aussi des hommes, mais en tout cas, ça commence par le meurtre d'une femme. Et 2 policiers sont sur l'équipe, donc c'est un duo de policiers comme il y en a souvent, mais comme ça tendait à disparaître un petit peu, et que ça commence à revenir, je trouve, un petit peu aussi. Et c'est joué par 2 acteurs excellents. Donc Matthew McConaughey. Il joue là-dedans carrément. Et qui est exceptionnel, vraiment brillant. Et Woody Harrelson qui est aussi un acteur très connu. Et donc vraiment un duo de flics méga badass en plus. D'accord, ouais. Les deux sont très badass. Et donc il y en a un qui est plus brutal, donc c'est Woody Harrelson, et Matthew, on va se résumer à ça. Matthew, il est plus philosophique, il a une vision du monde qui est très pessimiste, parce qu'on apprendra plus dans le film qu'il a subi des pertes dans sa vie, voilà, un mec qui a une vie de merde. C'est pas un Max Payne, mais presque. Et donc voilà, ça c'est le pitch de base. Et en gros, c'est vraiment cette enquête qui va se dérouler, et qui va se dérouler mathématiquement tout au long de la série. Mais c'est pas que ça, parce qu'en fait,
ça c'est l'histoire de l'enquête, mais en plus de ça, l'enquête s'est passée en passé, donc ça commence en 95, mais sauf que la série se passe je crois que c'est en 2012 ou 2014, on s'en fiche, et en fait c'est des gens qui font une enquête et qui interviewent les deux flics. Et du coup en fait, parce on sait pas trop pourquoi il y a ce dialogue entre les deux policiers blacks qui enquêtent, qui questionnent Woody Harrelson et Matthew McConaughey, donc c'est Rust, il joue son personnage c'est Rust, et l'autre je sais plus comment il s'appelle, on s'en fiche. Et en gros en fait l'histoire va être racontée via ce que raconte le personnage, et ça c'est vraiment très intéressant parce qu'en plus on a leurs deux points de vue différents, et puis surtout que l'avant et l'après quoi. Et surtout il y a des choses ce qui est intéressant, c'est que par exemple par exemple, des fois ils vont mentir sur ce qui s'est passé, mais nous ce qu'on verra ce sera pas le mensonge, ce sera la réalité. Donc en fait il y a vraiment un jeu comme ça au niveau de ce qu'on raconte, ce qui est officiel, officieux. Donc petit à petit ça va se construire, on va en apprendre plus sur pourquoi les gens ils enquêtent dans le présent et sur ce qui s'est passé dans le passé. Donc je trouve que vraiment c'est vraiment mathématique dans la construction, et c'est une série qu'en fait tu commences à la regarder, tu lâches pas en fait, parce qu'il y a une esthétique qui est sublime. Ça se passe en Louisiane, donc avec des décors décors de la Louisiane, marécageux, le bayou, ça c'est magnifique, et une musique, je sais plus qui c'est qui a composé, mais elle est extraordinaire. Le musique du générique c'est une musique de licence, mais elle est très bonne, et tout le reste de musique c'est très atmosphérique, c'est très bien, ça va très bien avec les images, et en fait t'es porté dans le film, c'est une intensité qui croît tout le long. Et par exemple il y a une scène d'action qui est exceptionnelle dans l'épisode 4, et un plan séquence qui dure 8-6 minutes, mais en même temps il est exceptionnel. En même temps c'est mieux que du QRN, ce plan il est vraiment oufissime quoi. Voilà pour dire ce que c'est. Et en fait le seul truc qui m'a déçu dans la série, et même si je comprends toutes les louanges qu'il y a, c'est que je trouvais la fin assez classique quand même, et qui n'était pas vraiment à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer de tout le cheminement qu'amène la série. Mais en même temps c'est quand même que 8 épisodes, et il y a en même temps pas mal de réflexions en plus, et il y a comme une finesse dans l'écriture des personnages, même si celui de Woody Harrelson est un peu plus classique, et c'est vraiment très très fort, que je trouve que c'était vraiment une série que je comprends que c'était assez coup de poing, et je comprends pourquoi les gens ont tant accroché. Donc c'est vraiment une série que je recommande, même si il y a combien de saisons qui sont sorties jusqu'à une seule, ça a commencé et il y en a une deuxième qui est prévue. Voilà, en fait c'est une deuxième qui est prévue, mais ce sera une autre histoire. C'est ce qu'on appelle une anthologie, c'est en gros que chaque saison est une histoire différente, c'est-à-dire que avec d'autres acteurs en fait, avec d'autres acteurs. Donc en fait là, donc la deuxième saison, on sait pas où ça se passe, je crois en Californie, et on sait que les acteurs seront Colin Farrell et Tyler Kitsch, un mec qui est pas trop connu en fait, qui avait joué dans Battleship. Donc c'est rare d'avoir des gros acteurs de cinéma qui ont des rôles dans des séries. De plus en plus quand même. Ça arrive de plus en plus. Par exemple, même Mads dans Hannibal, et puis aussi Fargo, c'est que des acteurs de cinéma. Martin Freeman. Et Billy Bob Thornton aussi. Donc voilà, une super série que tu ouais, je conseille. Par curiosité, il faut au moins l'avoir. Il y a vraiment de grande qualité, même si tout n'est pas réussi. Mais c'est quand même vraiment à voir. Et puis visuellement, la réalisation est exceptionnelle aussi. Et puis c'est pas souvent dans les séries télé. D'accord. Voilà. Dust Maiden of Amnesia, aussi connu sous le nom de Tassogare X Amnesia, qui est sorti en animé déjà, qui est sorti en 2012 je crois en animé, qui fait à peu près 12 épisodes, une seule saison, donc qui a un début et une fin, mais sauf que la fin diffère effectivement de celle du manga. Parce que le manga est déjà terminé, en fait, là ils sont en train de sortir les tomes en France, on a déjà 2 tomes de sortie, il y a 9 tomes je crois de prévus, enfin j'ai lu les 9. C'est une histoire, en fait ça nous raconte l'histoire d'un mec qui tombe sur une sorcière, sur un fantôme en fait dans son école. Faut savoir que dans les mythes japonais, souvent ils aiment bien qu'il y ait les 7 mystères de l'école, tu vois. Ils aiment beaucoup ce genre de truc, un petit peu histoire d'horreur pour faire peur. Et là, un des mystères de l'école, c'est qu'il paraît qu'il y a une fantôme qui se balade dans le vieux bâtiment de l'école. Donc il y a le personnage principal qui lui va de son côté, et en fait il tombe effectivement sur la fantôme, sauf que c'est une fille qui est dans un apparat de lycéenne elle aussi. Sauf qu'en fait il va découvrir qu'elle est morte, il va tomber sur son cadavre vraiment, mais vraiment, hein, c'est-à-dire les os. Et c'est un passage assez marrant parce que elle dit putain t'as vu toute mon intimité et tout, c'est moche, c'est pire qu'être à poil, tu vois, pour elle montrer ses os en fait. Et donc il y a que lui qui peut la voir. D'accord. Il y a que lui qui peut la voir, et elle se prend tout de suite d'affection pour lui parce que ça fait plusieurs centaines d'années en fait qu'elle est là, et qu'elle attend quelqu'un avec qui discuter. Voilà. Et en fait ce qu'elle fait, c'est elle fait des blagues aux élèves justement pour passer un petit peu le temps. C'est pour ça qu'il y a ce genre de choses. Et en fait ça va traiter énormément du surnaturel. C'est
C'est très classique en fait dans le genre, mais c'est assez drôle. Il y a pas mal de scènes qui sont assez marrantes. Il y a pas mal de scènes en fait aussi. Moi je trouve que c'est un problème, c'est de scènes assez pseudo-érotiques en fait. C'est le toucher de sein ou ce genre de choses. Les Japonais sont très friands, mais moi je sais pas, ça me fait pas rire. Mais donc voilà. Mais il y a l'idée de jouer sur la peur. Il y a une fille qui croit elle que le fantôme est monstrueux, tu vois, et donc elle va voir la personnage fantôme qui s'appelle Yuko, elle va la voir en espèce de monstre complètement immonde, alors que l'autre il la voit sous sa vraie forme, si tu veux, il fait oh là là, va-t'en, tu es vraiment trop moche, etc. Et l'autre, voilà, c'est ça, elle la voit comme ça. Je sais pas si on la voit. Donc voilà, c'est un manga qui est plutôt sympathique, qui est porté sur l'humour. Après, c'est vrai que ça parle aussi un petit peu plus de la peste, etc. et si tu veux, de la méprise de certains lycéens envers d'autres, de la différence. Et c'est plutôt intéressant en fait de la peur que peut entraîner aussi la maladie. D'accord. Donc ça parle un peu de ça en général. C'est plutôt sympa, ça se lit rapidement. Le seul truc, c'est que, hop, tiens, fais voir. Voilà, la taille entre les deux mangas. C'est quand même assez différent, tu vois, que les deux ne sont pas tout à fait. Ça se lit extrêmement vite et le problème c'est qu'il est encore plus cher que Magdala. Et ça se lit en 25 minutes. Bon, après, le style. Ça se lit en 25 minutes. Après, je lis très rapidement. Ça coûte dans les 7 € comme chaque manga en fait. Après, t'as 175 pages, tu vois. Donc, si tu veux vraiment t'attarder sur les détails de chaque page, à chaque fois, t'as de quoi faire. Mais bon, c'est pour un jeu, quoi. Tu passes pas ton temps à regarder les décors. Bon, j'habite. T'as envie de voir tout ce qu'il y a, quoi. Ouais, ça arrive. Mais oui, si, ça arrive. Donc voilà, c'est un truc qui est relativement sympa, mais ça casse pas 3 pattes à un connard. Et donc voilà, je le recommande pas forcément, mais c'est sympathique. Ok, elles sont simples. Lazzaretto de Jack White, alors c'est le deuxième album solo de Jack White qui est mon artiste musical préféré ever, donc pour ça je tenais vraiment à en parler. C'est sorti le 10 juin 2014, donc c'est peu dire si j'attendais énormément cet album. Donc Jack White, qui est ce bonhomme? C'est le mec qui est à l'origine des White Stripes avec son épouse de l'époque Meg White, ils sont plus ensemble. Ils ont fait 6 albums ensemble, donc de 99 à 2007. Entre temps, Jack White il a aussi créé l'autre groupe avec d'autres amis à lui, Brendan Benson et bref d'autres gens, les Raconteurs, que je recommande, c'est un groupe exceptionnel. Et aussi un troisième groupe qui est The Dead Weather, dont le troisième album Dead Weather sort en 2015, donc je reparlerai à ce moment-là. Et donc Lazzaretto c'est le deuxième album solo, le premier album date de 2012. Et donc du coup c'est un mec qui a une discographie depuis 99 qui est hallucinante quand même. Faut dire, il a plein d'albums et moi j'adore énormément son style qui est du blues rock avec un peu de... T'es un putain de fanboy, hein, tu peux le dire. Je suis un putain de fanboy. J'aime bien j'adore énormément son style, tu sais. Non mais en gros, j'adore son style, le blues rock avec un aspect dans les premiers albums un peu très... il y a un peu what the fuck aussi. Mais très garage, en fait j'adore ce mec, mais genre c'est incroyable comme je l'adore. Donc Lazzaretto, Lazzaretto en fait c'est quoi? C'est un asile psychiatrique en fait. Donc pourquoi il s'appelle comme ça l'album? C'est très difficile. Jack White est dans ce délire un peu space. Faut savoir que c'est un mec qui s'auto-édite parce qu'il possède son label Fardman, donc il édite des albums d'autres personnes, mais aussi Fardman c'est aussi édité de manière générale par Sony. Sony Music et Sony EMI, voilà quoi. Et du coup l'album. Et l'album en fait au début, enfin il faut savoir qu'il a fait sa communication de manière très bizarre, c'est qu'il a commencé par nous montrer, nous faire écouter Highball Stepper, qui est un morceau entièrement instrumental, c'est très rare dans ses compositions, et qui dure en 4 minutes en gros, et qui est un morceau de rock extraordinaire, enfin je l'adore, c'est pour moi le meilleur morceau de l'album, et c'est vraiment du putain de rock de ouf, moi j'adore, c'est excellent. Et ensuite le deuxième single qu'il a lancé c'est Lazzaretto, qui donne son nom à l'album et qui est aussi du rock énorme. Alors après le premier album qui était Blunderbuss, qui était beaucoup plus calme avec beaucoup d'instruments et moins rock que The White Stripes, on s'entendait avec Lazzaretto un retour du rock explosif, explosif pas vraiment mais genre de son style d'avant, et en fait pas du tout. Attends, juste sur Lazzaretto, moi je l'ai écouté, vu que j'ai écouté dernièrement j'ai beaucoup écouté Elephant, donc premier album des White Stripes. Non, pas le premier album, c'est le quatrième album. Ouais, le quatrième album des White Stripes, j'en sais rien, je m'en fous, peu importe. Non, je trouve quand même Lazzaretto. Je trouve quand même Lazzaretto bien inférieur à tous les albums, tous les morceaux péchus d'Elephant. Le single, tu veux dire. Oui.
Enfin oui, le morceau quoi. Le morceau Lazaretto. Tu l'as écouté autant de fois que les autres? Ouais, je l'ai écouté beaucoup de fois aussi. Mais il m'a pas. Enfin, il est sympa quoi, mais il m'a pas. Après, il est un peu space le morceau Lazaretto. Il part un peu en live sur la fin. Il est un peu moins accessible que les morceaux d'Elephant, on va dire. D'accord. Et donc Lazaretto, en fait, c'est un album qui est dans la même veine du premier, sans le répéter. Enfin, donc. Mais en fait, avec beaucoup d'instruments, beaucoup de violons, beaucoup de piano, en fait, c'est très très riche musicalement et c'est très intéressant quand tu connais l'évolution de Jack White, parce qu'au début, il a commencé à deux instruments seulement, guitare et batterie, donc un duo quoi, et de manière très simple du garage. Et maintenant, c'est musicalement de plus en plus imposant, tout en restant rock et blues. Et là, dans cet album-là, il y a beaucoup de chansons calmes, genre Temporary Ground que j'adore, ou de morceaux qui sont globalement très calmes, et très peu de morceaux rock tels qu'on l'attendait. Au final, il y a juste s'ajoute à ces morceaux-là Black Bat Licorice et Free Woman dans une autre mesure, qui est un morceau qui est très très blues et enfin que je trouve exceptionnel aussi. Donc j'ai eu vraiment beaucoup de mal à juger cet album, parce que d'abord, première écoute, j'ai aimé, mais c'était quand même une déception. J'étais grave déçu parce que je m'attendais tellement. Enfin, je veux dire, c'est quand même mon artiste préféré, et en fait, j'entendais énormément, surtout avec le teasing qu'il faisait. Et l'album ne correspond pas à ce teasing, et c'est pour ça que j'étais vraiment déçu. Alors qu'à la base, j'en attendais le successeur de Blunderbuss, donc dans la même veine. Mais le teasing m'a fait attendre autre chose, alors qu'au final, c'était ce que j'aurais dû m'attendre de base. Mais maintenant que je l'ai écouté genre 150 fois. Je l'écoute régulièrement et je l'aime beaucoup. Ça est sorti il y a de nombreux mois maintenant, et je continue à l'écouter. Je le trouve vraiment vraiment très bien. Le seul truc que je lui reproche vraiment, en fait, c'est deux fois dans l'écriture des textes, c'est assez simple. C'est un peu niais en fait. Il faut savoir qu'il s'est inspiré de textes qu'il écrivait à son adolescence, et je trouve que ça se sent, tu vois. J'aime bien des fois les critiques, ils ont tendance à dire des artistes que tu vois, cet album là c'est l'album de la maturité. Mais alors, enfin pas pour celui-là, mais en tout cas celui-là c'est pas du tout l'album de la maturité. Musical peut-être, mais en tout cas au niveau des textes, des fois ça se facepalm. Enfin genre dès que je fais quelque chose de différent, les gens me disent retourne dans la ligne. Enfin voilà, des trucs bidons. La dernière track de l'album, Wanted and Able, je l'aime vraiment. Enfin, elle est sympa, mais un peu une inventaire longue. Mais en plus les textes, c'est genre vouloir et pouvoir, c'est deux choses différentes. Captain Obvious, merci. Enfin, genre un truc qui m'énerve un peu, alors que pourtant dans l'écriture il y a plein de trucs intéressants. Genre Free Woman, c'est une pseudo reprise d'un titre de Blind Willie McTell qui était Lord Send Me an Angel. Donc en fait il reprend l'histoire de la chanson en changeant les paroles, en l'actualisant et en changeant l'instrumental. Donc certains sont plus travaillés que d'autres. Voilà, en tout cas au niveau du texte. Oui, du texte. Mais sinon, c'est un album que je recommande énormément, parce que je suis un putain de fanboy. Et de toute façon, je l'écoute tout le temps et je l'adore vraiment. Et après, j'ai du mal à situer encore maintenant par rapport à mon appréciation dans l'œuvre globale de Monsieur White. Ça change tout le temps. Ça change tout le temps, c'est vrai. Mais le premier top ne change pas, chez moi en tout cas. Mais d'accord. Et donc vraiment, je recommande de s'intéresser à Lazaretto, mais à Jack White en général, parce que c'est voilà, c'est un que j'adore plus que tout. S'intéresser aux White Stripes et aux Raconteurs, c'est pas mal accessible comme album. Il est accessible. L'iPhone, c'est bien pour commencer. Je conseille les Raconteurs parce que c'est très intéressant comme groupe, parce qu'ils sont nombreux et ils ont une richesse musicale également. En fait, je trouve qu'on voit vraiment l'évolution de Jack White avec le temps, parce qu'au début il était tout seul à deux, et après il a eu son premier groupe, donc avec les Raconteurs, et je trouve que petit à petit, maintenant qu'il est en solo, il s'entoure comme d'un groupe, tu vois. Et il a gardé des musiciens du premier album. Et par exemple, la violoniste du premier album, elle est toujours là, et elle chante dans une chanson qui est Temporary Ground, justement, j'en parlais. Et dans cet album, j'adore vraiment Eyeball Stepper, je l'ai dit, Lazaretto, Free Woman, et puis ok. En fait, les 5 premiers albums, je les trouve parfaites. C'est un parfait début, et après tout le reste, la deuxième moitié, elle est un peu moins efficace, mais elle reste vraiment. D'accord. Vraiment. C'est un fanboy. Je suis pas objectif du tout, mais c'est pas grave. J'essaye de l'être au maximum, mais c'est très difficile pour moi. Bon, ok. Merci pour la découverte. Voilà. Et donc, merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu, comme d'habitude, et n'hésitez pas à la partager. Ah non, je suis pour d'autres internautes là. Mais oui.
Et surtout, n'hésitez pas à nous recommander des œuvres, quelles qu'elles soient, pour essayer de nous diversifier. On vous fera évidemment. On sera ravis de discuter avec vous sur petite dédicace si jamais vous nous recommandez quelque chose. Et puis, on se retrouve pour une prochaine fois pour évidemment des tests et des interludes et d'autres. Exactement. Vidéos. Notre pattern. Très bien dit. Voilà.